La Direction générale des impôts lance une opération de recensement électronique pour une meilleure identification des entreprises en Côte d'Ivoire. Cette opération va permettre aux entreprises de mettre à jour leurs données fiscales pour bénéficier d'une identification claire et fiable pour la direction. Près de 1000 femmes attendues pour la deuxième édition d'Abidjan Women in Tech Conference. Un rendez-vous visant à inspirer, mobiliser et outiller les femmes africaines dans le secteur de la technologie. Du 13 au 14 novembre 2024 s'est déroulée à Abidjan la 7e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Les participants ont bénéficié de conseils dans le but d'investir et de mieux gérer leur épargne. À l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité 2024 qui est célébrée chaque année le 17 novembre, l'écrivaine Sandra Yoka a prononcé une conférence pour donner son point de vue sur l'accompagnement psychologique des parents des enfants prématurés. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session de l'actualité sur la télévision panafricaine. Merci pour votre fidélité aux éditions d'information de Business 24 Africa. Nous ouvrons cette édition avec de la fiscalité en vue de permettre aux entreprises de mettre à jour leurs données fiscales pour bénéficier d'une identification claire et fiable. La Direction générale des impôts a lancé le REPACI, c'est le recensement électronique des parcelles et des activités économiques. Il est une opération qui sera dirigée par l'opérateur CGDS avec une possibilité d'un auto-recensement sur une application. Plus de détails avec Mondésir Nascimento. C'est une opération dénommée recensement électronique des parcelles et des activités économiques. Elle est financée par la Banque mondiale et le PAGEDES, entend des projets d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Son but est d'améliorer les impositions par la facilitation d'un calcul plus juste et adapté de l'impôt et à accroître les recettes fiscales des communes pour améliorer les services. Premier bénéficiaire de cette opération dirigée par le cabinet CGDS, la DGI, Direction générale des impôts. En lançant cette opération d'envergure nationale, le sous-directeur général des impôts, Cissé Aboubakari, représentant le directeur général des impôts, a souligné le besoin de multiplier les recettes et rendre confortables les collectivités locales quant au budget pour développer les différentes localités. Alors les enjeux pour la Côte d'Ivoire sont les enjeux qui tournent sur la fiscalité. C'est les enjeux essentiellement mobiliser des ressources domestiques pour permettre à l'État de fonctionner, pour permettre à l'État de remplir, d'atteindre tous ses objectifs dans l'intérêt des populations. Donc il s'agit d'un recensement électronique pour permettre à la DGI d'élargir l'assiette, de mettre à jour l'information fiscale et puis d'accroître les recettes fiscales. Disons que déjà nous sommes déjà dans la phase opérationnelle à partir de ce lancement. Et dès lundi, déjà nos équipes seront sur le terrain pour les prises de contact, pour la sensibilisation également. Et parallèlement à ça, nous aurons dans deux sections données de Makoré une phase test qui se fera avec les agents des impôts. Et par la suite, fin décembre, début janvier, nous aurons l'opération généralisée qui se fera en deux étapes. L'auto-recensement par l'application qui sera téléchargeable sur des apps, également sur des solutions web qui seront connectées au site de la Direction générale des impôts. Également le recensement assisté où nos agents pourront se rendre aux côtés des entreprises qui seront demandeurs d'assistance pour mener à bien cette opération de recensement. Le REPAE, dont la phase pilote se fera dans la commune de Marcory, Dabou, Aboasso et Korogo, va mobiliser 250 agents recenseurs sur toute l'étendue du territoire sur une période de 5 mois. Le processus se fera d'abord par un auto-recensement numérique sur l'application REPAE CI, une application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Prenons ce rendez-vous de la technologie. Du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 se tiendra au CRAE UEMOA au Plateau la deuxième édition de Abidjan Women in Tech Conference. Organisée par AETech Consulting, cette initiative veut encourager les femmes à s'intéresser à la technologie. L'édition 2024 sera donc consacrée au thème « Élever l'avenir avec diversité, innovation et collaboration pour un secteur
technologique inclusif. L'annonce a été faite récemment par la commissaire générale en présence de nos reporters Konena Nourgo et Seth Ekissi. La grande messe des femmes dans la technologie est annoncée pour les 27, 28 et 29 novembre 2024 à l'immeuble Krae-Uemois. Avec plus de 900 participantes attendues aux séances d'initiation aux technologies, Abidjan Women in Tech Conference aura pour thème « Élever l'avenir avec diversité, innovation et collaboration pour un secteur technologique inclusif ». Une édition lancée officiellement ce mercredi 13 novembre 2024 à travers cette conférence de presse. Pendant Abidjan Women Tech Conference, on a une trentaine de speakers, donc des conférenciers. Donc on aura des panels animés par des experts venant des banques qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. On aura également des ateliers sur comment, en tant que PME, vous pouvez lever des fonds, des millions de dollars. Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'argent pour investir dans votre start-up? Comment vous pouvez vous former au marketing digital en tant que femme? Comment vous pouvez sortir de l'analphabétisme numérique? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Mais l'analphabétisme numérique, ça sera quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordinateur. À l'instar de la première, cette deuxième édition de Abidjan Women in Tech Conference aura pour cible les femmes entrepreneurs, les professionnels de la technologie, les étudiantes et les jeunes entrepreneurs, mais aussi les hommes. L'objectif est clair, inciter les femmes à s'initier aux technologies. Cette année, on a voulu prendre d'abord la nouvelle génération. Donc on s'est dit que nous sommes le présent, on veut pouvoir former les personnes qui vont venir après nous à mieux faire. Donc on veut cette année leur donner des compétences nécessaires. Voilà pourquoi pendant la conférence, on aura une session pour les adolescents qui va s'appeler Expérience AI, qui va permettre aux adolescents de pouvoir découvrir l'intelligence artificielle parce que les jeunes de demain seront vraiment notre avenir. Abidjan Women in Tech Conference est une initiative de AETech Consulting. Elle vise à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le secteur technologique en soutenant la présence, la participation et le développement professionnel des femmes. Revenons dans cette édition sur le salon de l'épargne. Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a refermé ses portes le jeudi 14 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Après 48 heures, ce rendez-vous annuel de l'éducation financière en Côte d'Ivoire, engagé auprès des populations, a connu son apothéose dans l'après-midi du jeudi 14 novembre. Une édition jugée satisfaisante au regard de l'affluence et des conseils dont ont bénéficié les participants. Amiko Robara et Guy Christian reviennent sur les temps forts de ce salon. Les lampions se sont éteints sur cette 7e édition du CEP, Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine 2024. Il a connu son apothéose dans cette salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire au cours d'une cérémonie de clôture à laquelle plusieurs jeunes ont participé avec enthousiasme. Pour cette 7e édition, le public, comme l'année dernière, a répondu présent. De quoi satisfaire les organisateurs pour l'intérêt porté au salon. Alors je suis ravie de l'affluence parce que hier déjà depuis 6h30 alors qu'on avait dit qu'on ouvrait les salles à 7h30, on avait du monde, les salles étaient pleines. C'est dire en fait que finalement le sujet intéresse et que ce que nous sommes en train de faire a du sens. Donc je suis plutôt ravie d'avoir vu en fait tous ces jeunes, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs, même des personnes âgées parce que je vois également quand on posait les questions dans la salle pour essayer de voir qui était là. Et nous on a les stats finalement du nombre de participants et on voit que ça se situe jusqu'à 35 ans pour la grande partie entre 45 et 70%, on est ravis. C'était bien de savoir finalement que dans les stats que je vous donne ou dans les nombres d'inscrits, vous aviez quand même plus de 50% qui n'avaient jamais assisté à un salon de l'épargne. Ça veut dire qu'on a toujours de nouvelles personnes qui viennent aussi s'enrichir et qui viennent aussi apprendre. Et puis il y a d'autres qui reviennent. Déjà c'est une initiative que j'encourage et que je félicite. Je félicite Ecobank et l'agence de fédérer tous les acteurs du service financier dans cette enceinte pour démocratiser l'accès à l'épargne et l'éducation financière. Ce salon de l'épargne nous a permis de toucher du doigt l'effort qui est mis sur place et de voir la mission que nous portons tous ensemble au sein de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. La 7e édition ferme ainsi ses portes sur des notes positives. Rendez-vous est pris pour la 8e édition en 2025.
Une page de distinction. Par leurs actions, ils ont tapé dans l'œil du Centre de valorisation professionnelle de Tunis, des personnalités du monde politique, des affaires, de l'humanitaire, du secteur privé ou public. Une vingtaine de 16 nationalités, ils ont été élevés au grade de docteur honoris causa lors d'une cérémonie qui a consisté également à graduer la promotion 2021-2022 du CVPT qui collabore pour la circonstance avec l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée. Issa Badini, Ezekiel Seri pour les détails. Ils viennent de 16 pays différents, une trentaine, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des anciens ministres et premiers ministres. En recevant ces insignes et coffrets du CVPT, entendez Centre de valorisation professionnelle de Tunis, ils inscrivent ainsi leurs noms dans la shortlist des personnalités détentrices du doctorat honoris causa. C'est un sentiment donc de reconnaissance, de joie et bien entendu, je note que c'est un appel à un engagement supplémentaire, à davantage donc d'implication pour les actions de développement de nos pays, de notre continent. Ici, dans la salle, c'était les anciens premiers ministres, des premiers ministres, des ministres qui recevaient ces prix-là. Et nous, DG, on vient recevoir ces prix. Donc vous voyez quelle joie qui m'anime de recevoir à côté de ces hommes, entre guillemets, politiques, de ces grands hommes, de recevoir ce prix. Cérémonie de remise d'insignes de doctorat honoris causa, c'est un après-midi qui a également consacré la sortie officielle de la promotion IMBA 2021 et 2022 du CVPT, qui pour la circonstance est en collaboration avec l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée IARPA. Une double cérémonie pour la promotion exécutive MBA pour nos étudiants qui ont eu à suivre des parcours de master. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie conjointe avec notre doctorat honoris causa. Donc nous avons eu une vingtaine de personnalités ivoiriennes et sous-régionales ouest africaines qui ont eu à recevoir le diplôme officiellement de la promotion 2021 et 2022. Les nouveaux diplômés du exécutif MBA du CVPT promotion 2021 et 2022, une vingtaine ont été formés en management des entreprises, en relations internationales et diplomatie, en développement durable ou encore en gouvernance et RSE. Le programme s'adresse principalement aux dirigeants, aux diplomates, aux acteurs publics et autres entrepreneurs. Poursuivons avec les célébrations. Le samedi 16 novembre 2024, la commune du Plateau a été marquée par la célébration des 20 ans de la 3e promotion de la faculté de droit civil de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest UCAO autour de la première édition du Café juridique. Cette journée de célébration organisée par la Fondation Tertio EPA a su rassembler divers acteurs du domaine juridique et d'autres secteurs d'activité autour d'une thématique essentielle, les nouvelles technologies et le droit, enjeu de la digitalisation dans l'administration publique. Le point avec Michel Brou et Seth Ekissi. Les étudiants de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest ont marqué une pause à l'occasion des 20 ans de la promotion de la faculté des droits civils. Ces étudiants de la promotion 2004-2008 se sont retrouvés autour du Café juridique, une première édition du genre offrant une plateforme unique pour favoriser les échanges entre juristes, professionnels et de différentes disciplines et acteurs de la société civile. Ces discussions ont permis de mettre en lumière l'importance d'adapter le cadre juridique aux évolutions technologiques pour garantir un service public accessible et équitable pour tous. L'idée en fait a mûri en se disant qu'il fallait quand même que nous puissions restituer l'éducation que nous avons reçue au sein de notre université aux plus faibles, aux plus démunis. Et donc on s'est dit ok,
Comment est-ce qu'on peaufine tout ça? Ce qui serait beaucoup plus institutionnel, c'est de créer un cadre qui permet aux différents intervenants, qu'ils soient du monde juridique, qu'ils soient de l'administration du privé ou qu'ils soient des finances, de pouvoir échanger sur des problématiques contemporaines qui sont très importantes à la fin de la journée. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui a motivé notre volonté de créer ce cadre-là. Le droit est très important parce qu'il doit s'adapter aux évolutions nouvelles et justement prescrire non seulement les règles à respecter, mais les coercitions qui existent derrière, c'est-à-dire les sanctions. Ce sont des étudiants portés par la volonté d'apporter un mieux-être aux plus démunis à travers leur fondation dénommée Tertio EPA. Toutes les personnes qui veulent œuvrer pour la bonne œuvre puissent se joindre à la 3e promo de droit par le biais de sa fondation pour nous accompagner à la mise en place de ces cafés juridiques dans l'avenir et bien évidemment pour œuvrer dans le sens de cette fondation qui a pour principale mission de participer à donner de la joie aux personnes démunies, surtout aux enfants. La Fondation Tertio EPA a su créer un cadre propice à la réflexion et à l'action, ouvrant la voie de futures initiatives en faveur des plus démunis. La Côte d'Ivoire a été très honorée au concours du CAMES. Conakry a abrité du 4 au 12 novembre 2024 les épreuves d'admissibilité et d'admission de la 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Sur 73 candidats présentés par la Côte d'Ivoire, 71 ont réussi officiellement leur épreuve, soit 98% d'admis. Ce jeudi 14 novembre 2024, les récipiendaires ont été reçus à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nos reporters Seth Ekissi et Alan Itoa nous racontent l'ambiance de leur arrivée à Abidjan. Les nouveaux professeurs fraîchement agréés du CAMES étaient facilement reconnaissables parmi les voyageurs du vol Air Ivoire ayant atterri le jeudi 14 novembre à l'aéroport d'Abidjan. Écharpe aux couleurs nationales au cou, malgré les fatigues du voyage, ils ont été reçus à leur arrivée par la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Poignée de main chaleureuse, accolades, échanges de facilitation, les nouveaux professeurs et maîtres de conférences semblaient encore dans les nuages. Un concours qui représente une étape importante dans la vie de ces nouveaux récipiendaires. La tâche n'a pas été facile. C'est un concours qui est très stressant et qui demande beaucoup d'énergie. Et on va dire, on était tous ensemble, on a été vraiment bien accompagnés. Moi, je veux vraiment dire merci à Dieu d'abord parce que c'est lui qui nous a donné cette réussite-là. Et dire merci vraiment à toutes nos autorités, au ministre de tutelle, au ministre de l'Enseignement supérieur, au président de l'université, à notre directrice du FR et à tous les coachs qui nous ont accompagnés durant tout ce parcours, qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous soyons dans les meilleures conditions. Mieux, la Côte d'Ivoire a décroché la place du major de cette 22e édition du concours d'agrégation du CAMES à Conakry. Une fierté pour les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de l'université présente à l'aéroport. Écoutez, le ministre dit bravo, bravo et félicitations. La pharmacie a fait 100%, l'odontostomatologie a fait 100%, la médecine a fait 98%, il n'y a eu que 2 recalés et c'est vraiment un bon score. 73 agrégés, sur 75 au départ, 73 agrégés et surtout, le prix du major de tous les concours, du concours d'agrégation, qui est le prix Goisé, a été pris par un lauréat ivoirien. Et que la Côte d'Ivoire a plané sur le concours d'agrégation. Donc ce qui est une fierté pour nous. C'est comme si on avait gagné la canne du concours d'agrégation. Bravo. Ce sont les récipiendaires de la 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale qui ont été accueillis. Après les éléphants de football, le champion du monde de dictée, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de s'illustrer sur la scène internationale. Bravo, messieurs les professeurs.
Toujours dans le même chapitre, les étudiants de la promotion 2023-2024 de l'École supérieure africaine d'éthique ESATIC ont reçu leur parchemin, marquant la fin de leur formation ce jeudi 14 novembre 2024. Cette cérémonie de remise a vu la présence de plusieurs autorités scientifiques et politiques, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, parrain de la promotion. Le ministre d'État a exhorté ses filleuls à cultiver des valeurs de discipline dans la suite de leur parcours professionnel. Autre précision avec Sandrine Kwame et Enoch Yao. 459 lauréats des cycles de licence et master de l'École supérieure africaine d'éthique reçoivent ce jour leur diplôme. La remise de ces parchemins aux promotions 2023 et 2024 a été une occasion pour leurs parrains de féliciter leur travail acharné et leur persévérance, tout en les exhortant à aborder leur carrière avec détermination et optimisme. Je félicite chaleureusement chacun et chacune de vous pour son abnégation au travail et sa persévérance dans l'effort. Les parchemins que vous recevez, que vous avez reçus cet après-midi, viennent récompenser les sacrifices consentis durant toutes ces années. Chers jeunes, je dirais chers fils et filles, vous pouvez être fiers de vous car vous faites la fierté de vos parents. Le premier responsable de l'ESATIC a présenté certains travaux des étudiants, notamment la dématérialisation de l'assurance automobile. Chers diplômés, je tiens à vous féliciter car vous avez relevé le défi de l'excellence. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer votre succès, fruit de longues années d'efforts et de sacrifices. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est résolument engagée dans la voie de la modernisation et de la digitalisation. Je vous engage à être des acteurs et des artisans de cette transformation de notre pays, car notre pays en a tant besoin. Aujourd'hui, le diplôme que nous recevons n'est pas seulement une récompense de nos efforts passés. Il est avant tout un engagement pour l'avenir. Nous nous engageons solennellement et devant toute la communauté à contribuer à la transformation numérique de notre pays, à apporter des solutions innovantes aux défis de notre société. L'ESATIC a ouvert ses portes en novembre 2012 et compte aujourd'hui 740 étudiants. Elle est accréditée par plusieurs institutions internationales et certifiée à la norme ISO 9001 version 2015. Savez-vous qu'il existe une journée dédiée aux enfants prématurés? Eh bien, on en parle. Le 17 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la prématurité. Cette année, la Fondation Oufoué Anne-Marie Fétet a invité l'écrivaine Sandra Yoka pour prononcer une conférence dont le thème est « Les coulisses émotionnelles de la prématurité ». Les détails dans ce reportage que signent Philippe Zabo et Enoch Yao. Invitée de la Fondation Oufoué Anne-Marie Fétet, qui soutient la cause des prématurés, elle est conférencière certifiée en thérapie cognitive et comportementale. Et cela lui donne le droit d'aider les parents d'enfants prématurés à retrouver une vie normale, loin des tabous, en brisant un silence coupable au nom de la culture ou d'une autre raison. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette invitation, parce qu'il m'a paru essentiel d'aborder un angle très fondamental qui est celui de l'impact psychologique sur les parents d'enfants prématurés qui est souvent sous-estimé. Donc vraiment, en fait, pour AIR, briser tous ces tabous, en fait, est une nécessité impérieuse qui permet, afin que ces parents vraiment puissent, ces parents d'enfants prématurés, je veux dire, puissent vraiment avoir la compréhension et le soutien nécessaire dont ils ont cruellement besoin pour traverser ces moments et ces épreuves difficiles. Après avoir donné les raisons de sa visite en Côte d'Ivoire, Sandra Yoka a présenté son premier roman intitulé « Le lien qui aiguisa mon âme », une œuvre autobiographique de 13 chapitres et 210 pages dont elle fait le résumé. C'est vraiment un ouvrage en fait, qui met en avant les différentes trajectoires de ma vie, qui vise à sensibiliser le public sur le danger
de ces violences silencieuses. Parce qu'on parle souvent des coups visibles des femmes battues, c'est pas que je minore, il y a beaucoup de problèmes, mais les violences les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas, celles qui sont silencieuses parce qu'on n'en parle pas. Et malheureusement, ça entraîne souvent des cas de dépression, des sentiments de dévalorisation, de rejet, et parfois même ça peut pousser aux tentatives de suicide. Donc voilà pourquoi je veux vraiment, à travers cette œuvre autobiographique, mettre en avant comment moi-même, parce que je suis passée par là, j'ai pu surmonter ces épreuves, ces obstacles pour donner des conseils. Sandra Yoka vit en France et est originaire du Congo-Brazzaville. Ouvrons la page santé de cette édition. L'Église Éternel Dieu des Armées de Jésus-Christ a organisé une journée de dépistage gratuite pour ses fidèles et toutes les personnes qui le désiraient ce samedi 16 novembre 2024 à son siège situé à Djorogobité. Le dépistage a concerné les cancers du sein, du col de l'utérus ainsi que le diabète et bien d'autres pathologies. Une journée qui a drainé du monde selon nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. Ils sont venus nombreux pour participer à Novembre pour Christ de l'Église et d'Agissé. Face à ce monde, aussi bien le pasteur que le médecin est resté dans le rôle qui était le sien. Le premier responsable de l'Église, après une prière d'introduction, a donné l'exemple en prenant sa tension artérielle et en se faisant dépister du diabète. Puis, il a donné un message d'espoir à tous, suivi en cela par le médecin. Je rends gloire à Dieu déjà, mais je voulais en profiter pour dire que, quel que soit le résultat que les tests vont fournir, il ne faudrait pas que ces personnes aient peur. Il faudrait qu'elles gardent espoir et qu'elles comptent sur Jésus-Christ. C'est vrai, les médecins sont limités. Les médecins sont limités, mais Jésus n'est pas limité. Donc, fort de ce que les médecins sont limités et que Jésus n'est pas limité, il est important que nous basons notre foi réellement sur Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Rien n'est impossible au Seigneur. Parce que le Dieu que nous prions, il peut tout guérir. Les cas impossibles ou pas, le Seigneur a ce pouvoir-là de guérir. Il faut faire le dépistage des cancers très tôt parce que le cancer d'abord c'est une maladie et lorsqu'on l'a, et si on ne le dépiste pas tôt, on peut en mourir. Il n'y a presque pas de médicaments au cancer. Et donc si nous faisons un dépistage très tôt, ça nous permet de contrecarrer l'évolution du cancer. Des femmes venues pour se faire dépister étaient un peu anxieuses, mais à l'arrivée, il y avait plus de peur que de mal. Mon premier parcours déjà, je dirais que ça a été positif, je n'ai pas eu peur. Mais j'avoue que pour le deuxième tour du col de l'utérus, j'ai eu vraiment peur parce que c'est la première fois que je faisais ce genre de test. Le berger Yacinthe Kouadio exerce un ministère de guérison depuis 2002. Toujours en santé, le 12 novembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Ce 14 novembre 2024, l'ONG Agis a voulu marquer le pas à Bassam pour commémorer cette journée, signe de son soutien en faveur des victimes de cette maladie qui touche en particulier les enfants. Elle a illuminé de bleu les cieux de cette commune. Michel Brou. Nous sommes à Bassam où la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie a pris une dimension particulière grâce à l'initiative de l'ONG Agis. Ici, la statue des Dames Glorieuses a été illuminée de bleu pour célébrer cette journée. Cette activité est un symbole du soutien de l'organisation aux victimes de cette maladie et de sensibiliser la population locale à l'importance de la prévention et du traitement de cette maladie. L'ONG Agis, engagée dans cette lutte, a également profité de cette occasion pour rappeler l'importance de la solidarité internationale et de l'engagement communautaire dans la lutte contre les maladies infectieuses. L'illumination de la statue des Dames Glorieuses de Bassam. Et pourquoi nous allons illuminer cette statue dans le cadre du Pneumolight? C'est pour justement un plaidoyer international où près de 60 pays vont illuminer un monument symbolique de leur capitale pour dire que la pneumonie est encore une maladie qui tue dans le monde. La pneumonie est encore une maladie qui est la première maladie qui tue nos enfants de moins de 5 ans. La pneumonie est encore une maladie pour laquelle il faut toujours
sensibiliser, toujours expliquer que c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts et que les populations, les pouvoirs publics, la société civile doivent être encore très vigilants. Les autorités communales et de la santé ont félicité l'organisation pour ses actions en faveur des victimes de cette maladie. Nous sommes vraiment très contents que le programme national de santé mère-enfant du ministère de la Santé accompagne cette ONG parce que c'est à travers ces actions que nous allons pouvoir toucher et la population pour préserver surtout les enfants des 0 à 5 ans. Nous voulons vraiment leur dire merci pour avoir choisi Grand Bassam comme le centre de leurs activités. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie par l'ONG Agis souligne l'importance de la sensibilisation et de l'engagement communautaire dans la lutte contre les maladies qui touchent les plus vulnérables et d'assurer un avenir plus sain pour les générations à venir. Un tour dans nos régions à présent. Le 6 novembre 2024, la maison communale de Divo a accueilli une session de formation dédiée aux agents municipaux. Une initiative visant à renforcer les capacités de ces acteurs clés dans la gestion des affaires locales. L'objectif étant de répondre aux défis croissants auxquels font face les collectivités pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Le reportage de Jonas Zagoki est commenté par Michel Brou. La mairie de Divo est pleinement engagée à faire de son personnel administratif des acteurs performants par la qualité de leurs services. C'est justement le sens de cette formation des agents de la police municipale et des agents de recouvrement. Au programme, des modules axés sur la déontologie de la police municipale et ses missions, mais également le recouvrement des taxes et créances. Le premier magistrat a rappelé le rôle crucial de cette session pour assurer une gestion efficace et transparente des ressources publiques. À l'issue de cette journée de formation, les agents municipaux ont exprimé leur satisfaction quant aux connaissances acquises et à la pertinence des thématiques abordées. Cette formation a vraiment été de bon augure parce que au niveau de Divo, la ville s'est tellement développée très rapidement. Avec bien sûr, ce grand monsieur que je respecte beaucoup, le ministre Amédée Kouakou, qui a vraiment travaillé. Et du coup, avec tous ces petits dans la ville, il y a eu tellement de commerçants. Un nombre très croissant de commerçants. Et aujourd'hui, nous avons un peu partout dans la ville, même dans les petites rues, puis il y a les petits un peu partout, les commerçants un peu partout. Donc du coup, il faut vraiment améliorer cette manière de travailler là. J'aurais souhaité que ce genre de formation continue parce que ça nous permet de savoir où nous allons. Parce qu'un agent qui n'est pas formé est un danger pour lui-même et puis un danger pour la corporation. Cette formation était nécessaire pour que les agents de la police municipale puissent connaître exactement ce pourquoi ils existent, puissent connaître leur importance dans l'organisation de la communauté, de la société, de la commune, et puissent quand même savoir que certaines choses sont répressibles de poursuites judiciaires. Cette session de formation est un exemple concret de la volonté des autorités locales de renforcer les capacités de leurs agents pour garantir un service public de qualité au plus près des besoins des populations. À Bongwanou, le jeudi 14 novembre 2024, le village d'Assalé Kwassasikro, situé à Ara, a vibré au rythme de la première édition du Top Ecolo School. Cette initiative dédiée à la promotion de l'excellence éducative et de l'éco-citoyenneté vise à faire de l'éducation un levier de changement et de développement durable. Pour une bonne réussite, il faut une bonne lecture. Les initiateurs ont décidé de faire la promotion de la lecture. Ce sont des matériels sanitaires et des kits estimés à 5 millions de francs CFA offerts par Anokan Pascal pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux élèves de l'établissement primaire d'Assalé Kwassasikro. Après avoir été classé 16e sur 18 au rang régional, ces dons permettront une mise à niveau des apprenants et garantir un environnement sûr et sain pour les élèves d'Assalé Kwassasikro, Erobo et Krébé.
Le concept Top École School vient motiver les élèves à la lecture, véritable porte d'entrée vers le savoir et la culture. Des concours ont également été annoncés pour stimuler la lecture et récompenser les meilleurs élèves et encadreurs. Les écoliers ont été encouragés à adopter des pratiques éco-responsables, contribuant à la préservation de leur milieu. Une fois de plus, je voulais lancer un appel pour dire que l'idée est venue, on a pu grouiller à gauche, à droite pour avoir quelque chose qu'on met à leur disposition. Il faut qu'ils gèrent à bon escient vraiment le peu qu'on a mis à leur disposition. Donc tout ce que nous leur demandons, surtout les enseignants, c'est de s'approprier, c'est d'accompagner au quotidien vraiment nos enfants. On est de ce village, on a fréquenté ici, on a connu un peu les difficultés dans lesquelles vraiment on a réussi à s'en sortir. Mais aujourd'hui, vraiment, si Dieu nous donne l'occasion, il faudrait que vraiment eux nous accompagnent. C'est une bonne initiative. C'est pour ça que nous sommes là, pour soutenir le jeune frère, pour l'encourager. Et comme il a dit, il faut que ça soit suivi. Parce que c'est vrai, on a posé le geste aujourd'hui, on a fait le lancement, mais après, il faut le suivi, pour qu'on puisse bénéficier et avoir les résultats escomptés. Ce sont des mots de remerciement à l'endroit du donateur pour ce qui est de penser à ces enfants de Côte d'Ivoire, surtout de Kwassikro, qui ont vraiment énormément besoin de matériel de travail. Ces réalisations marquent le début d'un nouveau chapitre pour la jeunesse de la région de Bongouanou, exhortant chacun à s'engager pour l'excellence et la durabilité. La Journée nationale de la paix a été une fois de plus célébrée ce 15 novembre 2024 partout sur le territoire ivoirien. Cette journée est mise en avant pour promouvoir les valeurs d'unité et de solidarité et de rassemblement des Ivoiriens de tous les bords. Retour sur cette journée à Yamoussoukro et à Tanda dans ce reportage que signe Ange Assemian. L'esplanade de la sous-préfecture de Tanda, cette nuit, est noire de monde. Et pour cause, un grand concert pour la paix est organisé par l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIPR, à travers son président du comité d'organisation, Dr Adjoumani Guierno, ont réuni sur une même scène artistes originaires du district du Zonzon et plusieurs troupes de danse venues de toute la Côte d'Ivoire qui ont émerveillé le grand public. Tout ce qui va pour la paix, tout ce qui est base de paix est très important pour nous et donc ce concert est très important. Merci à la population de Tanda, à toutes les communautés environnantes à Tanda pour participer à ce concert, ce qui donne de la valeur à notre culture. Ce grand concert était un prétexte trouvé pour la célébration de la grande fête nationale de la paix. L'Organisation internationale pour la recherche de la paix a convié autorités politiques, administratives et toutes les populations du district autonome du Zonzon et même de Côte d'Ivoire pour cette journée qui est dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. Cette journée a été marquée par la distinction de plusieurs acteurs qui œuvrent au quotidien pour la paix. Parmi ces récipiendaires, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. La paix, c'est le préalable à tout développement. Et dans notre région ici, on a besoin de paix pour pousser nos projets, pour faire rayonner notre région. En marge de cette cérémonie, une grande prière œcuménique pour la paix a mobilisé leaders religieux chrétiens et musulmans aux côtés de leurs différents fidèles afin que la Côte d'Ivoire soit un véritable havre de paix. L'événement a réuni diverses couches de la population, illustrant l'unité et la solidarité nécessaires pour construire un avenir pacifique. Le rassemblement a débuté à 7h30 devant l'hôtel Le Président où les participants ont pris part à une marche de 4 km qui les a conduits à la forêt boisée. Cet espace aménagé a servi de site pour le planting d'arbres, symbolisant un engagement collectif en faveur de la nature. On dit qu'aujourd'hui, 15 novembre, journée de la paix, pour la célébration de cette journée de la paix, nous avons voulu initier notre activité par une marche de cohésion sociale. Qui dit marche de cohésion, c'est toutes les forces vives de la population qui ont été réunies ce matin pour marcher ensemble, main dans la main, n'est-ce pas, pour célébrer la paix. Donc à cette cérémonie de marche sportive, nous avons associé, je dirais, le planting d'arbres. Et qui dit planter un arbre, c'est, je dirais, planter un arbre, je dirais, pour promouvoir un environnement sain. Le préfet de la région a sensibilisé les participants à l'importance de la paix, surtout à l'approche des élections présidentielles de 2025. Les conflits, les violences au cours des élections, ça commence pas forcément le jour de l'élection. C'est avant.
dans nos propos, dans nos comportements. Parce que c'est les propos que nous tenons. En unissant leurs efforts pour la protection de l'environnement, les participants ont envoyé un message fort sur l'importance de la paix et de la durabilité. Ces activités de planting d'arbres soulignent non seulement l'importance de la préservation de l'environnement, mais aussi le rôle crucial que joue chaque individu dans la construction d'une société pacifique. C'est avec cette information que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve dans nos prochaines éditions d'informations sur la télé utile. Au revoir.